Tout de suite, les titres. Des armes qui circulent entre les mains des civils, groupes armés et autres dans la partie est du pays. L'environnement sécuritaire s'est nettement dégradé du fait de la présence de l'armée rwandaise et cette violence armée n'est fait qu'amplifier la circulation illégale des armes légères et des petits calibres. Une table ronde a été organisée ici à Kinshasa. On fait le point tout à l'heure dans ce journal. L'étau se resserre autour des auteurs des atrocités dans la partie est du pays. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme a dépêché une délégation avec la mission de documenter les crimes graves portant atteinte aux droits de l'homme dans la partie est du pays. Et le Rwanda serait-il encore de nouveau dans les viseurs? La réponse dans un instant dans ce journal. L'actualité, c'est aussi cette grande information, cette plénière historique au Sénat. Vous venez de le suivre tout à l'heure en direct sur nos antennes. La commission spéciale instituée à ce sujet a présenté ses conclusions. Après un vote, la majorité l'a emporté. Eh bien, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, vient de perdre ses immunités en tant que sénateur à vie et désormais poursuivable par la justice. L'ancien président est accusé, il faut le dire, des détails dans nos tout prochaines éditions. Bienvenue à tous. Elle a été honorée au titre de commandeur dans l'Ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Safi Ibrahim Leter, directrice de l'Agence française de développement, a été élevée à ce titre par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. D'autres précisions dans ces reportages suivaient. Le jardin présidentiel paraît d'un décor solennel à l'honneur d'une personnalité qui aura marqué son mandat à la tête de son institution. Madame Safia Ibrahim Neter, directrice pays de l'Agence française de développement, est arrivée au Mont Galema accompagnée de l'ambassadeur de son pays, la France, et de ses nombreux collaborateurs de l'AFD. Au cours d'une cérémonie officielle organisée au palais présidentiel du Mont Galema, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décoré Madame Safia Ibrahim Neter, directrice de l'AFD en République démocratique du Congo, au titre de commandeur dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Madame Ibrahim Neter a reçu du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, sa médaille de commandeur dans l'ordre national après lecture publique d'une ordonnance présidentielle. L'ordonnance lui consacrant ce titre honorifique présente la directrice de l'AFD-RDC comme une actrice de coopération socio-économique ayant rendu des services à impact réel aux Congolais. Dans sa brève allocution, le chef de l'État a rendu hommage à une femme d'exception. Qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé ou du développement durable, votre action a permis d'entrer des progrès durables et d'ouvrir des perspectives d'avenir pour notre peuple. Je tiens à vous assurer que la République démocratique du Congo vous considère désormais comme une amie de cœur, une partenaire fidèle et moi je dirais même comme une concitoyenne. Notre pays est et demeurera votre seconde patrie. Vous y serez toujours la bienvenue et nous espérons continuer à bénéficier de votre sagesse, de votre expertise et de votre engagement indéfectible. En effet, sous son leadership à la direction de l'AFD en RDC, de nombreux projets ont été financés par l'AFD au cours des 4 dernières années dans le domaine de l'éducation, de la santé et du développement durable. Émue, Madame Safia Ibrahim a fait part de sa profonde reconnaissance au chef de l'État. Cette décoration n'est pas un privilège personnel, mais la reconnaissance du travail de toute l'équipe de l'AFD, constituée de plusieurs cadres et collaborateurs congolais, a indiqué la directrice de l'AFD. Moi, j'achève ma mission avec le sentiment d'un travail bien accompli. Je laisse une équipe solide et soudée, une équipe qui représente la diversité de ce territoire, brillante, honnête. J'ai eu la chance, à leur côté, de me reconstruire, de porter une ambition que vous avez dessinée entre vous et mon président Emmanuel Macron,
des amis ici en RDC. Enfin, Monsieur le Président, je tiens à vous dire Ozali Moto Malamu. Ne changez surtout pas. Arrivée au terme de son mandat de 4 ans à la tête de l'AFD-RDC, Madame Safia Ibrahim Netter a mobilisé 558 millions d'euros octroyés à fin 2024 pour financer plusieurs projets dans divers domaines. Des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement à travers les provinces de la République démocratique du Congo. C'était une avalanche de questions sur l'insécurité grandissante dans des grandes villes, les bavures policières et autres. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a répondu à un certain nombre de préoccupations et questions des élus du peuple et il a sollicité pour ce faire un délai supplémentaire pour répondre à d'autres questions. Anim Balaka, Patrick Badibanga et Guy Kitoko. Dans le cadre du contrôle parlementaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, a été entendu ce jeudi 22 mai 2025 à l'Assemblée nationale. Il répondait à une question orale avec débat initié par le député national Eyangamboyo, préoccupé par les arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence d'agents fictifs au sein de la PNC. La République démocratique du Congo fait face depuis plusieurs années à une agression extérieure par des forces ennemis qui, chaque jour, massacrent et tuent nos compatriotes. Cette situation tragique constitue une épreuve intolérable pour notre nation. Dans ce contexte de guerre imposée, où la survie de notre peuple est déjà menacée par les forces extérieures, il est inconcevable que les pratiques ignobles telles que les arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence des agents fictifs au sein de notre police viennent s'ajouter à la souffrance de notre peuple. Face à la plénière, le VPM a rassuré sur sa détermination à lutter contre les antivaleurs et à sécuriser les citoyens. Il a évoqué le renforcement du contrôle interne ainsi que la réforme en cours de la police nationale congolaise, actuellement à l'examen à la Commission défense et sécurité. La formation de 5000 agents spécialisés, notamment de la Légion nationale d'intervention, les équipements modernes des unités de la police nationale dans les 26 provinces, en respect des normes et standards internationaux. Pour l'axe redevabilité, le contrôle, les audits, enquêtes et évaluations à travers l'inspection générale de police, l'évaluation et respect des droits de l'homme et de l'intégration du genre, le dialogue permanent entre la police et la population à travers les conseils locaux de sécurité. Plus de 40 députés ont saisi cette occasion pour soulever diverses préoccupations. Insécurité à Lubumbashi et à Boma, conflit de leadership coutumier, le phénomène Kuluna et Mobondo, la problématique des agents fictifs et intégration des forces de sécurité à la SENSAP. Un délai de 48 heures a été accordé au VPM pour des réponses complémentaires. En début de séance, la plénière a adopté le projet de loi de rectification modifiant la législation sur le secteur de l'électricité avec l'ajout des articles 4B et 97B. Le président Vital Kamerhe a également annoncé la mise en place des 2 commissions chargées d'examiner les réquisitoires du procureur général contre le ministre d'État Constant Moutamba. Et la 6e édition du Katanga Business Meeting restera dans les annales de l'histoire désormais. Une édition à laquelle a pris part la première ministre Judith Suminwa et qui a permis aux acteurs majeurs de ces secteurs, le secteur minier, à l'image de Kamoa Coppers, d'évoquer des questions liées au corridor des Lobito et à la transition industrielle. Joël Makela et Chimène Dondo. 6e édition du Katanga Business Meeting, un rendez-vous de haut niveau. Des opérateurs économiques qui a gravité autour du thème « Bâtir notre futur » focus sur les objectifs prioritaires. Parmi les acteurs majeurs figure Kamoa Cooper SA, à la fois exposant et panéliste, à travers sa directrice générale Anne-Belle Outuizen, aux côtés de panélistes de Renault, dont la première ministre Judith Suminwa Tuluka, Nicolas Grégoire, directeur d'exploitation de Lobito Corridor, et la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, autour de la thématique corridor de Lobito et transition industrielle, bâtir la souveraineté économique de la RDC.
Notre groupe a commencé à investir dans le pays en 2008 et notre production a démarré en 2021. Nous sommes désormais le deuxième plus grand producteur de cuivre en Afrique. Nous venons tout juste d'achever la construction de la plus grande fonderie des cuivres du continent et nous sommes parfaitement alignés avec le projet du corridor. Par ailleurs, le groupe Ivanhoe Mines, dont Kamoa fait partie, a commencé à investir dans le pays en 2018 et la production de Kamoa a démarré en 2021. Il est désormais le deuxième plus grand producteur de cuivre en Afrique et premier en RDC. Kamoa vient tout juste d'achever la construction de la plus grande fonderie de cuivre du continent et parfaitement aligné avec le projet du corridor. Et plusieurs armes circulent illégalement entre le main des civils, gangs et groupes armés. Et l'épicentre de tout ça, c'est la partie est du pays sous occupation rwandaise. Et à ce sujet, sur la prolifération des armes légères et des petits calibres, ici à Kinshasa, une table ronde a été organisée. Et table ronde présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Un reportage signé Bobo Anand Mokonzi. La prolifération des armes légères, l'une des causes qui favorise l'insécurité en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais, à travers la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité, s'engage à éradiquer définitivement ces phénomènes qui perdurent, d'où la mise en place d'un plan d'action national 2024-2028 pour lutter contre la prolifération illicite des armes légères sur son sol. Pour y parvenir, l'apport des partenaires s'avère important. C'est mercredi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, a lancé les assises de la table ronde sur la prolifération des armes légères. Compte tenu de la complexité de l'environnement sécuritaire, la traçabilité des armes en RDC reste un défi important, non négligeable. Occasion pour le ministre Chabani de réaffirmer cet engagement du gouvernement qui s'inscrit dans la droite ligne de la réforme du secteur de la défense telle que voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif de cette table ronde est d'obtenir le soutien et l'accompagnement des partenaires pour la mise en œuvre d'un plan d'action de lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre en République démocratique du Congo, d'harmoniser les points de vue sur la dynamique du marquage des armes dans notre pays, afin de faciliter leur traçabilité depuis l'usine de fabrication jusqu'à l'utilisateur final. Cette démarche vise à réduire sensiblement la violence armée, souvent imputée à nos forces de défense et de sécurité ou à la population, même lorsque cela n'est pas le cas. Ouvert le 21 mai au Pullman Hotel de Kinshasa, les travaux de cette table ronde prendront fin le jeudi 22 mai 2025. Certains ont fui la ville de Goma dans le nord Kivu pour échapper aux exactions de l'occupant rwandais. Butembo et Beni accueillent donc des déplacés et ces derniers ont reçu une assistance qui porte la signature de l'élu de Goma, Patrick Mouniomo. D'autres précisions dans ce commentaire de Diane Balaka. Après la ville de Beni, la caravane humanitaire Amani a mis les caps sur la ville montagneuse de Butembo. À la mairie de la ville portant le même nom, la délégation s'est entretenue dans un huis clos avec le maire policier. Merci vraiment pour l'accueil. Je suis ému pour l'accueil réservé à notre délégation. Continuons à prier Dieu pour notre province, pour les retours de la paix. C'est avant d'apporter un message de réconfort et de compassion en faveur de déplacés de guerre venus de Bukavu, Goma et Lubero suite à l'agression barbare du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Dans cet élan de compassion, le député national élu de Goma, Patrick Mouniomo, a procédé à la remise des vivres, vaches, sacs de farine, riz aux déplacés de guerre, aux FARDC et aux volontaires patriotes Wazalendo en première ligne du combat. Je vous remets notre assistance pour les Wazalendo qui sont au front et ils transmettaient les messages de nos encouragements. Ils doivent savoir que
ils ont le soutien et la confiance des députés nationaux. Okay, merci, monsieur le maire. Merci beaucoup de ces gestes que vous venez de poser à l'endroit de nos vaillants Wazalendo. Merci. Je vous remercie. Merci. Le maire policier de Butembo a salué cette initiative, la qualifiant d'assistance de grande portée humanitaire en cette période de crise sécuritaire. Le choléra, une maladie qui émerge souvent quand les conditions d'hygiène se dégradent. Les plans stratégiques multisectoriels d'élimination de cette maladie a été mis en place et l'heure est à son évaluation. Eugénie Dada-Chabani. La situation de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement en République démocratique du Congo demeure précaire. Selon l'enquête mixte 2018, 50% seulement de la population de la RDC ont accès à des points d'eau améliorés et moins de 29% à l'assainissement amélioré. La même enquête révèle que les tests de prélèvement de l'eau dans les points d'eau améliorés révèlent la présence de bactéries. Cette situation est à la base de la flambée de choléra dans quelques provinces et les autres maladies diarrhéiques. Pour répondre à ces défis, les pays, à travers les ministères du Plan, a mis sur pied les plans stratégiques multisectoriels d'élimination du choléra pour la période 2023-2027. En partenariat avec les ministères de la Santé et celui de l'Environnement. Ces plans s'alignent sur la feuille de route de l'Action mondiale de l'ONG Global Task Force on Cholera Control. Ces plans stratégiques multisectoriels est prévu pour la période de 2023 à 2027. Il est mis en application par le Comité national d'action de l'eau et de l'assainissement du ministère du Plan et de quelques experts du ministère de la Santé et de l'Environnement. L'évaluation de la mise en œuvre de ces plans stratégiques justifie l'atelier national de l'eau, hygiène et assainissement ouvert par le vice-premier ministre et ministre du Plan, Guylaine Nyembo. Les délégués de toutes les provinces ont pris part à ces assises qui bénéficient de l'appui financier de l'UNICEF, des PAD, des FRC et d'autres partenaires. Et le secrétariat général des mines a été doté d'un cadre organique, document signé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, Nadine Kilocho et Moke Maluma. Dans l'optique de définir la structure hiérarchique, les postes de travail, les responsabilités et les effectifs nécessaires au bon fonctionnement du secrétariat général de l'administration de mines, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la signature des cadres organiques du ministère de mines le jeudi 22 mai 2025 en présence du ministre des tutelles Kizito Pakabonga Kapinga. Ce nouveau cadre du secrétariat général de mines permet de projeter des actions de recrutement et le renforcement de capacités des agents et cadres de cette administration en rapport avec les objectifs stratégiques assignés au ministère de Mines. À la vue de l'importance du secteur minier dans la structuration du tissu économique de notre pays, l'administration qui est dédiée se doit d'être structurée et être la plus apte à assurer jusqu'au possible les services jusqu'au dernier kilomètre dans notre pays afin de se rassurer que le contrôle des ressources minières n'échappe pas au pouvoir public. Matérialisant les assignations du chef de l'État, le gouvernement, par l'entremise de la vice-primature de la fonction publique, démontre sa ferme volonté de répondre au triptyque « un agent, un poste, un salaire ». Avec les changements qui vont être opérés, cela permettra à notre administration de pouvoir répondre au mieux aux attentes des opérateurs dans le secteur minier, avec une éthique, avec une meilleure gouvernance, avec des agents plus qualifiés et des agents qui se mettent réellement au service de nos contribuables et notre population. Avec la mise à jour des cadres organiques, l'administration publique congolaise se donne les moyens pour l'amélioration de la performance et une gestion efficace des ressources humaines. Au-delà de la documentation interne des atrocités commises par les forces spéciales rwandaises dans la partie occupée du pays, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'annonce déjà. Une délégation a été reçue par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, Gaëtan Magalano. Faire la lumière sur les violations de droits humains dans le province du Nord et Sud Kivu, dans l'est de la RDC, la coordonnatrice de la mission d'établissement de faits mandatée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme obtient la version de Kinshasa. Nous sommes en train de faire les investigations de tous les côtés sur les violations des droits de l'homme.
On va se focaliser sur les derniers mois, mais bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qui sont importants à prendre en considération, qui datent d'avant. On a parlé beaucoup avec la société civile, on a parlé avec d'autres autorités et on a eu beaucoup d'entretiens avec des collègues des Nations Unies, de la MONUSCO, mais aussi par des partenaires des ONG. Et entre-temps, les investigations sont en cours, on ne peut pas prononcer sur les détails. Le ministre Patrick Mouyaya a réaffirmé l'engagement du gouvernement RD congolais en faveur de la justice pour toutes les victimes des atrocités commises dans l'est de la RDC. Le ministre de l'Écoute et de la Parole a salué l'initiative onusienne tout en rappelant la nécessité de garantir la vérité, la réparation et la non-répétition. Adopté le 7 février 2025 par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le rapport de cette mission d'établissement de faits sur les événements survenus entre janvier 2022 attendu en septembre prochain devant le Conseil des droits de l'homme. La ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, était devant le parlementaire. La guerre des minerais, la guerre de l'eau également profile à l'horizon. L'adhésion de la RDC à la Convention sur la protection de l'utilisation de cours d'eau à travers les frontières était au cœur des débats. Chimène Dondo nous en dit un peu plus dans ce reportage. La rencontre stratégique entre la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, et les parlementaires issus de 2 chambres de parlement, particulièrement ces 2 membres de commissions en charge de l'environnement. À l'ordre du jour, l'adhésion imminente de la RDC à la Convention sur la protection et l'utilisation de cours d'eau transfrontaliers et de lacs internationaux, plus connus sous les noms des conventions de l'ONU sur l'eau. Dans son intervention, la ministre d'État a souligné la valeur géostratégique de l'eau, particulièrement dans un contexte mondial de plus en plus tendu face aux effets du changement climatique. Elle a rappelé que la RDC, qui détient plus de 50% de ressources en eau douce d'Afrique, a une responsabilité régionale et mondiale dans la gestion durable de cette richesse vitale. En adhérant à la Convention sur l'eau, la République démocratique du Congo pourra bénéficier de son accompagnement dans la protection de ces immenses ressources en eau, dans la mise en œuvre des différents accords et protocoles sur les autres transfrontalières avec ses voisins et aussi dans plusieurs autres aspects, notamment dans l'application effective de sa loi relative à l'eau. L'atelier DC 20 mai marque une étape décisive dans le processus d'adhésion à la Convention de l'ONU sur l'eau. Avec les soutiens affirmés de parlementaires, la RDC pose de base d'une diplomatie environnementale proactive au service du développement durable et de la paix dans la région. Et cette bonne et grande nouvelle, le prochain forum économique mondial sur le minerai stratégique va se tenir en République démocratique du Congo, annonce faite au ministre de Commerce extérieur Julien Paluku par les membres du Centre de commerce international et la mobilisation des bailleurs de fonds à Genève en Suisse. Éric Kabamba. La RDC, pays choisi à l'unanimité au cours de ses travaux pour abriter la prochaine organisation du Forum économique mondial sur les minerais stratégiques. Un forum qui va se tenir avant la fin de cette année 2025. Une organisation arrachée grâce à un appui du Centre du commerce international et la mobilisation des différents bailleurs des fonds. Autre grande annonce pour la RDC, faite au ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, ce Centre du commerce international a promis d'appuyer l'exécution des différents projets dont les développements de chaînes de valeur dans plusieurs secteurs en RDC et aussi assurer la formation du personnel de l'administration, du ministère du Commerce extérieur et des opérateurs économiques congolais sur le commerce international. De quoi réjouir Julien Paluku. Donc nous avons obtenu et de l'OMC, et de la CNUSED, et du Centre du commerce international l'accompagnement de la RDC, notamment en assistance technique, en formation de notre personnel, mais également des opérateurs économiques pour les aligner sur les marchés. Nous produisons du cacao, nous produisons du café, nous produisons tout ce que nous avons gagné comme marché, mais comment nous devons intégrer ces marchés? J'ai promis à Madame la DG de l'OMC de devoir désigner un attaché commercial qui va suivre
au quotidien. Au terme de ces échanges avec la directrice exécutive du Centre du commerce international et la directrice de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, il s'est aussi dégagé de la mise en place des commissions mixtes constituées des experts de la RDC et de ces grandes organisations dans un bref délai pour maintenir les contacts. Avec ses plus de 15 millions d'habitants, 3 millions de motos aux côtés d'un boom automobile, Kinshasa, figurez-vous, n'a plus d'espace, une activité intense se développe au quotidien. Un plan directeur a été mis sur pied en collaboration avec l'agence japonaise de développement JICA. On en parle avec Bobeti Inga. À la 5e et dernière réunion du comité conjoint de coordination du PDTK, présidé par le ministre d'État et ministre des Infrastructures Alexis Guissaro, il était question de la restitution des différents résultats menés dans le cadre de ce projet. Le PDTK qui s'inscrit comme une solution aux problèmes que notre ville, les problèmes d'embouteillage, les problèmes globalement de mobilité urbaine, mais aussi que les problèmes d'urbanisation sauvage de la ville. Et donc, une étude a été menée et cette étude offre des solutions. Il y a une sensibilisation pour que nous tous, nous puissions nous investir dans sa mise en œuvre. Il était aussi question de mettre en exergue les initiatives susceptibles d'améliorer la mobilité des Kinois en tenant compte des directives d'aménagement inscrites dans ce plan directeur. L'ambassadeur du Japon en RDC s'engage à mobiliser encore davantage les entreprises japonaises pour plusieurs projets. Je voudrais également ainsi profiter de ce séminaire pour inviter tous les partenaires techniques et financiers de la RDC, ainsi que les acteurs du secteur privé, à accompagner les actions et les efforts déployés par le gouvernement congolais pour la mise en œuvre de tous les projets de transport multimodaux contenus dans le PDTK. 5 ans après le lancement du PRCM-PDTK, il y a lieu de passer à la vitesse supérieure en engageant des perspectives en faveur de l'appropriation des acquis du PDTK pour améliorer la mobilité et le déplacement des Kinois. C'est ce qu'on appelle une gestion axée sur les résultats. Eh bien, les directeurs des Transacademia se sont soumis à l'exercice d'évaluation des performances. Rikinzu Ziloya pour plus de précisions. La direction générale des Transacademia a clôturé sa première série d'évaluation des directeurs marquant une étape décisive dans la professionnalisation de sa gestion interne, initiée par le directeur général Georges Ongelo Dangawamumbu et son adjoint José Makengo. Cette démarche a été menée en collaboration avec 3 évaluateurs indépendants. L'exercice entamé le 15 mai a passé en revue les performances des principaux responsables de l'établissement Transacademia. Gauthier Madoua, directeur des opérations, Jean-Paul Mutombo, directeur des finances, Guilain Namegabe, assistant principal directeur général, et Mouké Katanga, directeur des ressources humaines. Conformément aux orientations du conseil d'administration et au statut du personnel, cette initiative visait à mesurer entre autres l'atteinte des objectifs, évaluer la qualité du leadership et identifier les axes d'amélioration individuelle. Chaque responsable a été évalué sur la base des critères clairs liés à la performance, à la gestion des équipes et à l'efficience opérationnelle. Au-delà de l'analyse des résultats, cette évaluation vise à définir les plans de développement personnalisés pour renforcer la performance globale de l'institution. 2 ans après sa mise en place, Transacademia affirme ainsi sa volonté d'instaurer une culture de la rigueur, responsabilité et de l'amélioration continue au service de la jeunesse congolaise. Les projets consistent à faire rayonner les savoirs made in DRC dans l'impression 3D. Tenez, l'énergie solaire, le stockage de l'énergie, c'est un système un peu complexe. Il s'agit ici du projet Okapi présenté au ministre de l'Industrie. On en parle à travers ces reportages.
Déterminé à concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la clairvoyance de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre Louis Watoum a convoqué ce mercredi 21 mai 2025 une réunion stratégique rassemblant les directeurs généraux sous tutelle, les secrétaires généraux de l'industrie et des PME, ainsi que les représentants de la primature, de la cellule du climat des affaires et du ministère des Finances. Au centre des échanges, le projet industriel Okapi, porté par Madame Léa Belemongu, sur base des recherches du professeur Jean Belemongu, scientifique congolais et professeur au MIT. Okapi offre par exemple les téléphones, smartphones, le laptop, les tablettes, le panneau solaire, le desktop. Le ministre de l'Industrie, il nous a supportés depuis qu'il avait entendu. Il était le premier. Un projet structurant qui ambitionne de faire rayonner l'expertise congolaise à travers l'impression 3D, l'énergie solaire, le stockage d'énergie et électronique. Parmi les premières actions concrètes, l'installation d'imprimantes 3D dans 40 universités congolaises pour stimuler l'innovation chez les jeunes et encourager l'entrepreneuriat technologique. À terme, la société Okapi prévoit de relocaliser en RDC l'assemblage de ces produits électroniques à partir des minerais critiques du pays, mettant fin à une dépendance actuelle envers 85 usines implantées dans 25 pays à travers le monde. Avec l'accompagnement stratégique et le financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle, ce projet bénéficie d'un soutien institutionnel fort incarné par le leadership du ministre Louis Watoum Kabomba. D'autres lots de bons pupitres sortent des ateliers du service national. Bien, les écoles de la commune de Lemba et Bandalungwa en ont été bénéficiaires. Images et commentaires. À chaque arrivée des bons pupitres, l'atmosphère change au sein des écoles bénéficiaires et l'on s'empresse à évacuer les bancs en mauvais état. 300 bancs pour l'ITC Lemba et l'ITS Imotei. Le service national et son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, mettent les bouchées doubles pour répondre à une demande toujours croissante. Je suis très contente parce qu'on avait vraiment un grand problème de banc et on n'arrivait pas à mieux s'améliorer en classe vu notre condition. Et nous sommes très contentes pour le relancement du service national pour ces dons de banc. L'Institut technique et commercial Bokolo, Kinshasa de Bandalungwa. Ici, le geste a été apprécié d'autant plus qu'il répond à un besoin qui se pose avec acuité. Un motif de fierté ce jour, puisqu'il s'agit de nous, vieille école des années 1960, renfermant des difficultés des infrastructures, où les enfants étudient à même le sol. Ils vont bénéficier aujourd'hui aussi de ces bons pupitres que le service national nous donne. La remise de ces bancs est une réalité palpable à l'Institut technique commercial Bokolo. Ici, à Bokolo, il n'y aura plus jamais le problème d'insuffisance de bancs. La cérémonie finie, la caravane service national met les caps pour d'autres horizons, enfin d'autres écoles, instituts supérieurs et universités. C'est de plus en plus plausible. La province du Congo central est une zone minière. Eh bien, les services géologiques nationaux du Congo entrevoient déjà une prospection plutôt minière sur place. On en parle dans ces commentaires signés Dichala. Cette première rencontre officielle entre les services géologiques nationaux du Congo et les autorités provinciales du Congo central s'inscrit dans une volonté affirmée de rapprocher les structures nationales des réalités locales dans une perspective de coopération renforcée. Au cœur des échanges, le directeur général du service géologique national du Congo, Raoul Wazenga, a présenté la mission fondamentale de son service chargé de procéder à la recherche géologique de base, la compilation et la publication d'informations relatives aux géosciences, ainsi que la diffusion et la vulgarisation des dites informations. À cet effet, dans le cadre de l'intensification de la recherche géologique et minière, le service géologique a décidé de s'approcher de la province du Congo central dans le souci d'améliorer les connaissances géologiques de cette province. C'est ce qui explique même le déplacement de la présidente du conseil d'administration, Getty Panupanu,
qui conduit cette délégation. Nous avons un peu voulu sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire des zones où il y a déjà l'existence de mines. Venir un peu faire de l'exploration dans cette province du Congo central afin de pouvoir mettre en évidence les gisements qui existent pour une exploitation future. Au nom du gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, le ministre provincial des Mines, a salué l'initiative du service géologique qui tombe à point nommé au moment où le Congo central, qui dispose de plusieurs indices de minéralisation, s'attend à une éclosion minière. Par cette visite, le service géologique national du Congo réaffirme sa volonté d'accompagner les provinces, surtout celles qui ne développent pas assez d'activités minières, dans la mise en œuvre d'une politique de la recherche minière, de la gestion responsable, inclusive et durable des ressources minérales pour le développement national. La mission des inspecteurs de l'IGF au sein des entreprises du portefeuille de l'État, il en a été question à la NEP, qui est l'Association nationale des entreprises du portefeuille. Yolande Voka nous en parle à travers ses reportages. Il faut sans tergiverser rectifier les tirs et veiller au respect de normes en matière de gestion. À l'issue de cette réunion d'évaluation des missions d'audit effectuées par les inspecteurs généraux des finances au sein des établissements publics et entreprises du portefeuille organisée par la NEP, il se dégage un constat amer. Plusieurs irrégularités enregistrées par ces inspecteurs lors des missions d'encadrement de l'IGF. Les chargés des finances de ces entreprises ont repris à la marge, entre autres, le paiement de primes d'intérim aux administrateurs assumant l'intérim du président du conseil d'administration empêché, qui trouve sa réponse dans la décision salvatrice prise par le président de la République de mettre en place le mécanisme non seulement de protection du patrimoine des entreprises, mais aussi de préserver la paix sociale. Il devait vérifier d'abord les avantages des mandataires, les acquisitions, les marchés publics, les missions à l'extérieur du pays, les fournisseurs et le mouvement du personnel. Aujourd'hui, il a été question qu'avec les entreprises, nous puissions évaluer si les 7 éléments prévus par l'Inspection générale des finances sont bien respectés et bien suivis par les entreprises. S'il n'y a pas des avantages indus, s'il n'y a pas de missions à l'extérieur du pays sans terme de référence spécifiques, s'il n'y a pas de mouvements désordonnés du personnel au sein de ces entreprises et établissements publics. Par ailleurs, c'est depuis le 10 mars que les entreprises du portefeuille et établissements publics sont soumis à l'encadrement de l'IGF. Et ces communiqués de presse, c'est une mise au point de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF, agence d'exécution du gouvernement pour la mise en œuvre du PDL 145 territoires dans la province du Mai-Ndombe au sujet de la déclaration du conseil de l'entreprise ASCAT Sarl diffusée à l'édition des 19h sur les antennes de la RTNC. Près de 2 ans après les débuts des travaux, seul un ouvrage sur les 65 prévus, en l'occurrence l'école primaire Tolo 1 à Koutou, a été provisoirement réceptionné, compte tenu du déphasage entre l'exécution physique et financière des travaux, de l'arrêt des chantiers sur la majorité des sites et l'accumulation de dettes par le groupement. L'autorité contractante a été contrainte de suspendre tout paiement jusqu'à la justification totale des fonds et de mettre en place des mesures coercitives de mise en régie contrôlée des contrats des travaux. En exécution de ces décisions, le diocèse d'Inongo a été désigné en qualité des régisseurs chargés de la supervision de l'exécution des travaux sur place. Et les CFF demeurent déterminés à poursuivre l'exécution des travaux et achever les ouvrages en régie contrôlée par l'intermédiaire des régisseurs désignés, afin de livrer à la population des infrastructures promises par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et puis, la CFF tient à rappeler à l'entreprise ASCAT Sarl que toute obstruction à cette décision entraînera immédiatement la procédure de résiliation des marchés et les recouvrements de sommes non justifiées à ce jour, conformément à la loi relative au marché public.
Direction Accra au Ghana, où le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba a présidé dernièrement la conférence sur les crimes d'agression. On en parle à travers ses commentaires de notre consoeur Joël Makela. Sous la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a présidé le mardi 20 mai 2025 à Accra à la conférence sur le crime d'agression. Dans son intervention, Maître Mbemba Kabouya a souligné le fait que la RDC subit depuis plus de 30 ans une guerre d'agression à la base de plus de 13 millions de morts avec des déplacements massifs des populations. La RDC est vraiment engagée et demande aux États d'Afrique d'aller dans le sens, non pas de perpétuer les préconditions qui ne permettent pas à la CPI de poursuivre les crimes d'agression, mais d'aller dans le sens d'un traitement égalitaire entre les crimes d'agression et les 3 autres crimes internationaux qui en découlent. Il serait irresponsable d'ignorer le fait que la RDC est aujourd'hui victime d'une agression par un État qui n'est pas parti au statut de Rome. Cette réalité met en lumière l'urgence et la pertinence de notre travail collectif pour combler les lacunes juridictionnelles et faire en sorte qu'aucun acte d'agression ne reste impuni, quel que soit le statut de son auteur au regard du statut de Rome. Présente également à la conférence, Madame Hélène de la Cour pénale internationale a salué l'implication de la Première ministre Judith Suminwa dans cette démarche. Elle a exprimé son soutien à la RDC et dénoncé l'acte barbare commis par un État non membre de la CPI qui est le Rwanda. 6e édition de Katanga Business Meeting. On en parle encore dans ce journal. La société minière Chemaf a également pris part à ces grands rendez-vous. Moment choisi pour celle-ci de présenter les différents minerais qu'elle exploite, mais aussi d'annoncer l'ouverture prochaine de 2 autres usines dans la ville de Lubumbashi et de Kolwezi. On en parle dans ses commentaires. La Chemical of Africa, Chemaf en sigle, a été présente à la 6e édition de Katanga Business Meeting organisée à Kolwezi. Cette société qui œuvre aussi dans les mines a présenté les échantillons des minerais qu'elle exploite tout en rassurant ses différents partenaires de l'avènement prochain de ces nouvelles usines. Papi Mwempa Lufungula, manager d'exploitation, contextualise l'apport de Chemaf par rapport à la République démocratique du Congo. La 6e édition où nous sommes présents, c'est pour d'abord présenter l'image de Chemaf, montrer à la population, à la face du monde que nous sommes présents et nous avons le souci de bâtir réellement le futur, pas seulement au niveau des infrastructures, mais au niveau aussi de la population. C'est-à-dire, dans nos activités, nous voyons aussi les riverains, dans nos activités, nous voyons aussi tout ce que nous avons comme taxes à payer, tout ça, ça va contribuer au bâtissement du futur, au bâtissement de notre monde en question. Gilbert Kafita, manager du développement des affaires, a quant à lui martelé sur l'impact social qu'offre cette société minière. Ce que nous appelons le cahier des charges. Le cahier des charges va intervenir avec toutes les communautés, les parties prenantes qui sont les communautés impactées par notre projet. Avec le cahier des charges, nous aurons intervenu dans différentes activités de population, de communautés qui seront impactées par le projet de Kéchi, aussi par la redevance minière. Visitant les différents stands, la gouverneure Fifi Masuka s'est attardée sur celui de Chemaf où elle a eu des explications sur les différents produits exploités et l'avènement des 2 nouvelles usines. Et les experts dans le domaine de la formation professionnelle ont procédé à la validation du draft des cadres nationaux des certifications sur la formation continue des enseignants. Christine Lenzo et Simon Kankolongo ont signé ces reportages. Le
Le cadre de certification de formation des enseignants est très important dans la formation professionnelle. Il garantit la qualité des enseignants et favorise leur développement professionnel continu. C'est dans ce cadre que les experts de ces secteurs ont pris part à cet atelier appuyé par l'UNESCO dans le but de renforcer les compétences pédagogiques et professionnelles des enseignants et établir les critères uniformes pour la formation des enseignants à travers les différentes modalités de livraison. Le métier d'enseignement est basé sur les compétences qui sont reconnues sur le plan international. Il y a 13 compétences de base et ces documents visent à certifier ces compétences-là en les classant en 5 domaines. Pour chacun des domaines, il y a des objectifs précis et des critères précis d'évaluation. C'est une formation continue. Et s'il y a des écarts entre ce qui est attendu et ce qui s'est fait, le CERNAFOR est là pour envisager des formations continues dans le but de voir chez ces enseignants-là être reproduits les compétences attendues. Il est à noter que ce cadre garantit que les programmes de formation respectent des standards et demeurent efficaces. Et l'Institut national des archives du Congo, INACO, et l'Institut national des arts ont signé ensemble un protocole d'accord pour promouvoir la culture des archives. On en parle dans ses commentaires d'Edienne Balaka. À la veille de la Journée internationale des archives, une journée dynamique est lancée entre deux grandes institutions de la République démocratique du Congo, l'Institut national des archives du Congo, INACO, et l'Institut national des arts, INA, ont signé un accord de partenariat inédit axé sur la valorisation des archives à travers l'art et la culture. Cet accord prévoit la création d'un champ de sensibilisation, la production d'un documentaire, la réalisation d'un théâtre radiophonique ainsi que la mise en scène des spectacles destinés à faire découvrir et comprendre le rôle fondamental des archives dans la préservation de la mémoire collective. L'INA s'engage ainsi à déployer son savoir-faire artistique, accompagner l'INACO dans sa mission de service public. Objectif, rendre les archives accessibles, vivantes et attractives pour le grand public, notamment le jeune génération. Pour Aimé Kassongo Mondé, directeur général de l'INACO, cette signature est un moment clé. De son côté, Félicien Chimungu, directeur général de l'INA, a salué cette journée historique. Ce partenariat s'annonce comme un tournant majeur dans le processus de réhabilitation culturelle et éducative des archives en RDC dans un contexte où la mémoire nationale mérite d'être protégée et transmise. Et pour finir, les chefs traditionnels du territoire de Dungu, nous sommes là dans la province du Haut-Ouélé, remercient les chefs de l'État pour la reconnaissance juridique de leur statut. Ils étaient autour du gouverneur de province. On en parle dans ces reportages. C'était dans une initiative de la Fondation Jacques Sangba, dont le promoteur, l'honorable Jacques Sangba Nekingbo, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale et élu du coin, a dit avoir organisé cette rencontre en guise de gratitude à l'endroit de toutes ces têtes couronnées pour le soutien dont il a bénéficié lors de son élection en 2023. Il n'a pas aussi oublié de saluer le dynamisme du gouverneur Jean Bakomi Togambou qui a réussi à stabiliser la situation administrative de toutes les têtes couronnées du Haut-Ouélé. Mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, tout en les remerciant pour l'attention particulière accordée au dossier des chefs coutumiers jusqu'à y trouver satisfaction ces derniers en particulier. Messieurs les chefs coutumiers, il a fallu plusieurs décennies pour que chacun de vous trouve satisfaction à ces problèmes administratifs qui vous a consommé. Maintenant que la solution est là, je commence par vous féliciter pour votre endurance. Même message de la part des chefs traditionnels des Rungu qui, par la bouche de Sa Majesté Amédée André Soarazé, de la chefferie Ndei, ont témoigné leur attachement inconditionnel à toutes les autorités soucieuses de la paix et du développement de leurs entités respectives. Nos sentiments de joie en nos élus provinciaux du territoire des Rungu, particulièrement à l'honorable Jacques Sangba, pour l'organisation de ces manifestations. Le gouverneur Jean Bakomi Togambou, pour sa part, n'est pas resté indifférent en attendant l'investiture progressive de toutes ces autorités traditionnelles.
interprète kimia soki ezali mboka eokele liboso pe merci mingi nde tozwi bongo signature ya baarrêté. Comme à l'accoutumée, cette rencontre était un véritable moment de réjouissance. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 7h, Serge Merlin-Mata et à 20h, Sandra Nyangui. L'info continue sur nos pages Facebook, YouTube et rtnc.cd. Santé des fers à tous et bonsoir chez vous.